Il y a plusieurs mois, il a écrit un livre remarquable et remarqué, La France au défi, un essai. Bonjour Hubert Védrine, ce n'est pas de la flagornerie. Vous avez Bonjour. été secrétaire général de l'Élysée et ministre des Affaires étrangères. Et la grande question que j'ai envie de vous poser, évidemment, face à une situation française et internationale effarante au début, c'est de commencer par le commencement. François Mitterrand a connu des hivers, je veux dire des hivers politiques violents, des moments d'impopularité violents. C'est le cas avec François Hollande aujourd'hui. Quelle est la situation pour remonter et est-ce qu'il y a dans le cas de François Hollande quelque chose de différent? Tout ça est très différent, mais je voudrais surtout qu'on parle de la situation internationale Mais qui on est va le faire, mais réellement respecter l'ordre perturbante. des choses. Oui, non, je pense que c'est pas comparable parce que la France a besoin d'être réformée en profondeur. Et il faut passer par une phase de réforme drastique, quoi, compte tenu de la situation économique. Et globalement, les Français ne veulent pas ou répugnent à ça. Bon. Donc je pense que tout dirigeant qui s'engage dans cette voie, même si c'est simplement l'annonce plutôt que la pratique pour le moment, de toute façon, peut pas être très populaire. De toute façon. Donc il faudrait que, sans C'est être à trop quoi pris... augmenter par... Maintenant, il y a un débat qui est Non, je veux dire ressorti, par c'est là que celui de... sans être trop pris par l'écume des événements chaque jour, il y en a qui sont étonnants chaque jour, il faut quand même rappeler cet élément fondamental. Il faut faire en France des réformes auxquelles les Français ne résistent. Mais quelle est la différence, quelle est la différence entre les deux François? Populaire en faisant ça. Quelle est la différence entre les deux François dans la gestion de cette impopularité? Ben, Est-ce que vous les connaissez non, tous les il deux? n'y a pas de comparaison. Il n'y a pas de comparaison. C'est une autre époque. La position des politiques n'est pas la même. La force des institutions n'est pas la même. La situation du pays n'est pas la même. L'obligation de la réforme n'est pas la même. Donc pour moi, ce qui est très important par rapport à ce que j'appelle l'écume, c'est l'orientation que François Hollande a annoncée clairement depuis le 14 janvier, la nomination de Manuel Valls dans ce sens, puis le remaniement après qui clarifie ça. Donc on est dans une phase de clarification inéluctable, Dans une nécessaire. incroyable. Vous êtes Oui, gentil avec ça, la c'est clarification. Oui, je sais bien. Mais enfin, il n'y a aucun pouvoir Thévenoud, politique. Trier-Vélair... Je sais, mais moi, ça m'intéresse pas d'épiloguer là-dessus. Non, mais c'est pas, pardonnez-moi. Je pense pas que ce soit le fond. D'accord, mais C'est ça que je vous réponds. il y a des critiques de fond, puisque... Non, je ne parle pas de ces... celle-là. Écoutez-moi. Nous Nous sur la écoutons et réforme, ça va être parfait. Quand Montebourg sort, c'est pas pour des raisons qui sont des raisons people, ou qui sont des épiphénomènes. Clarification, ça, de fond. Voilà. Oui. Quand Cécile Oui. Duflot écrit que le président n'est plus le président de personne, c'est pas un livre de règlement de compte, même s'il y a du règlement de compte dans l'air. C'est politique parce qu'elle essaie de récupérer une sorte de leadership où ils sont nombreux à se marcher sur les pieds. Ouais. Leadership à la gauche du PS. Par rapport à ça, comment on gère ça c'est des manœuvres politiques pour s'appuyer sur le mécontentement prévisible des gens par rapport aux réformes inéluctables. Alors que François Hollande est courageux depuis le 14 janvier et que l'orientation du gouvernement Valls est courageuse. Donc, même s'il n'y avait pas tous les phénomènes dont vous voulez parler absolument, là, je pense qu'on ne peut pas être populaire en faisant ça, mais on est impopulaire parce qu'on fait des réformes pénibles pour le pays. Il n'y a pas une barre en dessous de laquelle ça devient ingouvernable? Mais j'en sais rien, vous-même qui commentez ça tous les jours, vous ne savez pas très bien si il y a une barre. Là, Guillaume Tabar dit sur Radio Classique, qui ne sait pas lui-même. Il ne sait pas, je n'en sais rien en fait. Mais c'est ça, mais justement, parce que c'est ça qui est effarant. Les institutions de la Ve République ont été conçues à l'origine, et c'est resté le cas en dépit des nombreuses modifications, ou réformes constitutionnelles, ou révisions, pour précisément que l'exécutif demeure fixe malgré les tempêtes. Sinon, on revient dans des situations comme la 4e République, et la 6e République ressemblerait beaucoup à la 4e, c'est-à-dire que l'exécutif, c'est une sorte de balle de ping-pong sur les flots déchaînés, vous voyez, donc avec plus aucun levier. Mais François Mitterrand, moi, j'en reviens au fond. Mais François Mitterrand, il avait contesté justement la 5e République version gaulienne, elle l'a protégée. Là, on a l'impression que François Hollande, le problème, c'est que... Oui, c'était bien avant, d'accord, mais on a l'impression qu'avec François Hollande, il y a une sorte de décalage entre ce qu'il est à titre personnel et la gestion de ces institutions. Oui, mais c'est un manque d'autorité. Vous êtes trop dans le microcosme parisien, parce que s'il y a un Conseil européen, par exemple, ou un sommet de l'OTAN, comme c'est le cas en ce moment, on va en parler. C'est pas du tout... Oui, mais c'est pas du tout ce que pense Obama ou Merkel, ça. Il se demande quelle est la position que prend le président français sur tel ou tel sujet. C'est-à-dire que le Hollande qui se déplace à l'étranger n'est pas vécu comme le Hollande qui s'effondre en France? Je pense pas. Je pense pas, parce qu'ils sont tous habitués. Alors, c'est pas au point où c'est le cas en France en ce moment. Ça peut changer. Mais ils sont tous habitués à des batailles internes extraordinaires. Le président Obama est paralysé sur beaucoup de sujets par un congrès qui le harcèle de façon haineuse et systématique. Donc les autres se disent pas, quand je vois Obama, je m'en fiche parce que le Congrès va torpiller toutes ces initiatives. Donc c'est pas la même chose quand vous vous transportez sur un autre théâtre. Et si les dirigeants internationaux passaient leur temps à dire oui, mais celui-là, sur le plan interne, il n'est pas tout à fait solide, ou sa population, sa popularité chute, donc on n'en parle pas, c'est ingérable. Aucun d'entre eux ne raisonne comme ça, en fait. Alors, il faut bien distinguer le théâtre parisien par rapport à ça.
Et moi, je demande qu'on se rappelle qu'une partie de la baisse de popularité, je pense que c'est typiquement le cas en ce moment, est liée à l'annonce d'orientation de réformes qui n'ont pas encore eu lieu, mais qui sont annoncées clairement. Et le fait que les uns après les autres, des gens courageux comme Bernard Cazeneuve ou François Rebsamen brisent des tabous de la gauche, qui était une sorte de vieille gauche archaïque, qui n'arrive pas à se résigner à ce qu'il faille remettre en marche le moteur économique pour recréer de la croissance, donc pouvoir faire du social, du service public. Donc après l'hiver, il y aura le printemps. C'est en fait donc il y a un débat de fond. C'est l'idée de Védrine. Il y a un débat de fond. Après l'hiver, il y aura le printemps. Sur ce thème-là, justement. Peut-être. Enfin, je ne sais pas si c'est chronologique, comme vous le dites, mais en tout cas, ils sont engagés dans une orientation courageuse. Question. Et une grande partie de l'impopularité s'explique par ça. Beaucoup plus que par les épiphénomènes quotidiens qui sont certainement pittoresques à commenter, mais qui sont peut-être pas le fond de la structure politique du moment. Et n'importe qui aujourd'hui en France faisant les réformes courageuses que même Sarkozy n'a pas fait de son point de vue. On peut être pour ou contre ce qu'il voulait faire, mais il n'a pas fait le quart de la moitié de ce qu'il avait annoncé. Donc et Jacques Chirac, que je respecte beaucoup, dans son deuxième mandat, n'avait rien fait, en fait, pendant que Schröder faisait les fameuses réformes en Allemagne. C'est ça le fond du fond, en fait. Vous voyez ? J'ai écouté vos explications. Commençons par le Mistral. Est-ce que c'est bien de suspendre simplement les contrats ? Oui. Oui, parce que... ne pas les annuler définitivement. Oui. Pourquoi ? Non, c'est un vrai problème. Parce que là, il nous reste 4 minutes, il faut qu'on règle tous les problèmes les uns après les autres. Oui, c'est parce que vous avez été trop long sur les autres sujets, mais je pense que c'est intelligent de suspendre sans annuler, parce que c'est pas impossible qu'une solution soit trouvée dans cette affaire Russie-Ukraine. C'est compliqué, parce qu'il faut à la fois dissuader Poutine, trouver une solution acceptable en Ukraine, ce qui a jamais été le cas depuis qu'elle est indépendante. C'est un pays mal gouverné, dans lequel on ne s'est jamais soucié sérieusement des russophones de l'Est. Je sais bien que c'est aussi un prétexte pour Poutine, mais il faut quand même régler la question. Et malgré tout ça, il faut quand même reconstruire une relation Europe-Russie ou Occident-Russie plus intelligemment que ce qui a été fait depuis la fin de l'URSS. Donc c'est tout un vaste programme, mais il n'est pas exclu que finalement ça bouge dans le bon sens. Et donc François Hollande a eu raison de ne pas céder aux pressions complètement cyniques et hypocrites, notamment des États-Unis, qui ne remettent pas en cause les projets, par exemple, de vente de Boeing ou les projets dans le domaine du pétrole. Et moi, j'ai d'autres exemples en tête liés aux époques de guerre du Golfe ou autres, où les États-Unis ont obligé leurs alliés à stopper des contrats pour après revenir à leur place, en réalité. Donc j'ai une longue expérience là-dessus. Donc je pense que la suspension est une bonne chose. Oui, c'est la bonne réponse. J'ai regardé les images avec beaucoup d'attention. Ça suppose évidemment après qu'il se passe quelque chose sur le terrain politico-diplomatique d'ici novembre. Voilà, justement, j'ai regardé avec beaucoup d'attention hier les regards de François Hollande et de Laurent Fabius face à ceux de Poroshenko et justement de ses conseillers. Oui. Ça a l'air d'être un dur Poroshenko. C'est un oligarque qui a fait fortune, donc c'est pas simplement un apparatchik de base. Oui. Et visiblement, il donne l'impression de vous, enfin, il y a un langage du regard. Oui, bien sûr, il donne l'impression de vouloir en découdre lui, quelles que soient les pressions qu'on fasse sur lui. Oui, mais c'est là où les Occidentaux qui se portent en soutien, pas forcément militaire, enfin quand même en soutien de l'Ukraine, devraient inscrire dans une sorte de deal général, si on est encore capable de faire de la vraie réelle politique, disons. Dans le deal général... C'est ce qui se passe actuellement. Hein. Non. Enfin, ce qui se passe actuellement, je parle non. Les conversations que nous évoquons, c'est ce qui se passe actuellement au sommet de l'OTAN. Il faudrait que ça conduise à ce que j'appelle un deal, c'est une négociation finale au sommet, avec Obama, Poutine, Hollande, Merkel, Cameron et un ou deux autres. Et dans ce paquet-là, il y a un statut pour l'Ukraine qui correspond à ce que disaient Brzezinski et Kissinger, qui ne sont pas des tendres depuis des années, en disant il faut finlandiser ce pays, il ne faut pas le faire entrer de toute force, ni à l'ouest ni à l'est, donc pas d'Ukraine dans l'OTAN. Même eux disaient ça, en fait. Oui, mais si Poroshenko le veut, si le personnage que je décris n'a pas besoin, il a tellement besoin du soutien européen, du soutien occidental, qu'on peut lui dire on vous soutient, restauration de la souveraineté du pays naturellement, aide après, mais à condition que. C'est de la vraie politique, ça. Et Poutine, on lui dit ça, on n'accepte pas, mais ça on peut accepter, on peut discuter, etc. Parce que quoi qu'on pense de Poutine, et quelle que soit la crise et les inquiétudes, la Russie sera quand même toujours là après. Et on ne peut pas simplement détester Poutine. Donc il faut monter de plusieurs crans et préparer par étapes. J'espère que c'est ce qui se produit en ce moment avec le cessez-le-feu et les discussions entre occidentaux, préparer ce que j'appelle le deal, c'est-à-dire un réarrangement dans lequel on va reconcevoir dans la durée la relation Occident-Russie, tout ce qui a été raté depuis 20 ans. Et le comportement de Poutine, c'est un peu un sous-produit. Je ne le défends pas, je ne le discute pas, il a tous les torts possibles. Mais c'est aussi un sous-produit d'une politique occidentale inintelligente et humiliante par rapport à la Russie, ce qui est une erreur de base. Donc il faut à la fois gérer ça en étant peut-être plus dur avec lui maintenant, mais pour aboutir à une solution. Et vous pensez politique. que le sommet qui se déroule en ce moment, c'est-à-dire au moment où nous sommes en train de parler ce matin, va aboutir à quelque chose qui ira dans le sens de ce que vous avez expliqué ?
L'inconvénient Ce sera la dernière question. de ce sommet de l'actualité, c'est que normalement, ça aurait dû être consacré à un bilan de l'intervention de l'OTAN en Afghanistan. Est-ce que c'était intelligent d'utiliser l'OTAN pour l'Afghanistan? Est-ce que ça a conduit à de bons résultats? Est-ce qu'à l'avenir, ça veut dire que l'OTAN doit être utilisé à nouveau dans des cas de ce genre ou non? Il aurait dû y avoir un travail de fond. Évidemment, les provocations de Poutine font que ce sujet a disparu. Il n'y a qu'à simplement une sorte de démonstration de cohésion normale par rapport aux États membres à qui on redit que l'article 5 s'applique absolument. Bon, c'est malheureusement une occasion un peu manquée. Quant à la solution Russie-Ukraine, c'est pas l'OTAN qui peut l'apporter, c'est pas une alliance, c'est un élément de la solution. Les Occidentaux peuvent dire, si vous allez trop loin, nous avons la capacité de vous dissuader pour de vrai. Il faut dire ça à Poutine. Mais, je reviens à ça, il faut dire quel est le volet suivant. Quelle est la relation Russie-Occident dans la durée? Pour l'instant, on est à mi-chemin. On écarte l'idée d'une guerre quand même, à 2 heures de Paris. On est déjà... Attendez, il y a des affrontements guerriers à la frontière. Donc c'est même pas la guerre froide, c'est des affrontements guerriers en fait. Mais on n'est pas dans la guerre froide globale. C'est pas deux systèmes idéologiques, économiques, politiques en compétition dans le monde entier. Ça n'a rien à voir. Donc il faut trouver des mots nouveaux, différents pour décrire cette situation. Merci Hubert Védrine.